Attendez, question que je vous pose sur ça. Et si les Américains disaient Poutine va attaquer parce qu'ils faisaient tout pour que Poutine attaque? Et donc c'était eux qui étaient en train de manipuler tout le monde. Et si c'était vrai? Alors pourquoi on limoge le patron de l'ADRM? Et si c'était vrai? Vous voyez? Eh oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Alain Juillet. Bonjour Alain Juillet, merci d'être chez nous. Un plaisir. On va commencer par un bref CV. C'est difficile de résumer en très peu de temps votre parcours, Alain Juillet, puisque vous avez commencé d'abord par le militaire, officier parachutiste. Vous intégrez ensuite le service action donc de la SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Vous avez fait de l'économie, du renseignement. Si on fait un saut dans le temps, vous avez fini par animer une émission géopolitique sur RT France, qui a été fermée. Vous l'aviez rejoint en février 2020. Donc vous avez été directeur du renseignement à la DGSE en 2002 avant d'être nommé au responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Quand même, on va rappeler que vous avez été directeur général de Suchard, directeur du développement international du groupe Pernod Ricard. Vous vous êtes spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté, le développement international, la gestion de crise. On le disait à l'instant avant de tourner, vous êtes également passé par Saumur avec France Champignon. Je rappelle quand même que vous êtes commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre national du mérite. À titre militaire, à titre civil, vous êtes officier du mérite agricole, chevalier des palmes académiques et chevalier des arts et des lettres. Ça fait beaucoup de couleurs sur le costume. Oui, sur l'uniforme, mais plus que sur le costume, mais bon. Je sais pas exactement par où commencer. Alors je vais vous laisser peut-être le plaisir de choisir le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce qui vous... Ce que vous voulez, moi, tout m'intéresse, parce que de toute manière, le présent, c'est la suite du passé, et ça prépare le futur. Donc, il y a toujours quelque chose à dire sur chacun des domaines, chacune des étapes. Dire un des grands reproches que je fais aujourd'hui à la cancel culture ou à la woke culture, justement, c'est le fait qu'on nie le passé et qu'on ne regarde pas l'avenir. Lorsqu'on ne fait que regarder le présent, on se casse la figure. En vélo, quand vous regardez uniquement votre guidon, vous ne faites pas 10 mètres avant de tomber. Sauf Christopher Froome qui arrive à gagner le Tour de France en regardant son vélo quand même. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, non, mais dans ce cas-là... Non, mais vous avez raison. Dans ce cas-là, sur le présent alors, puisque nous préparons l'avenir, on va faire un petit tour de l'actualité internationale. Ça fait quelques mois maintenant que la guerre en Ukraine a commencé. On dit guerre ou on dit opération spéciale Je vous dis ça parce qu'en préparant l'émission, on m'a dit attention, Alain Juillet est un pro-russe. Si je peux me permettre une provocation. Non, c'est-à-dire que bien entendu, je suis un ancien militaire, comme vous l'avez dit, je suis aussi un ancien du renseignement, donc une affaire comme l'Ukraine est une affaire passionnante, et à la fois non seulement par ce qui s'y passe, mais également par toutes les opérations d'influence et les manipulations de la population extérieure, des auditeurs, qui peuvent se faire à travers. Donc c'est passionnant parce que on a en vraie grandeur, on a une guerre, je dirais, classique, faite en vraie grandeur sur le territoire européen, dans lesquels il y a d'un côté un pays, la Russie, et de l'autre côté l'OTAN, qui utilise comme force pour le combat, qui utilise les Ukrainiens, comme les Américains avaient utilisé les Kurdes en Syrie, même chose. Et ça, mais en fournissant le matériel, bien entendu. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe, comment ça se passe, et il y a plein d'enseignements à tirer pour tout le monde. Donc ce qui m'intéresse alors aussi, en tant alors là que expert, comme vous disiez, c'est le fait que, et c'est très curieux, c'est qu'on regarde ce qui se passe en Ukraine et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, et qui sont des conséquences ou des composantes de l'affaire ukrainienne. Par exemple, pour donner un exemple, il y a moins de 15 jours, mais pratiquement personne n'en a parlé, un exercice militaire fait en Asie, qui s'appelle Vostok 2022, dans lequel il y avait 50 000 militaires russes, c'est-à-dire en gros un quart de l'effectif qui est actuellement en Ukraine, qui ont fait une manœuvre dans laquelle il y avait les Chinois, normal, ils sont associés, les Indiens, ce qui montre que les Indiens ne sont pas du côté occidental. Bon, mais il y avait aussi, par exemple, l'Algérie. Personne n'en parlait en France que l'Algérie a participé à ça, ce qui prouve que tout proche de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays qui notre président a été il y a peu de temps, qui en définitive manœuvre avec les Russes et donc n'est évidemment pas d'accord avec ce qui se passe en Europe. Ça, c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faut réfléchir parce que la suite est complexe.
D'accord. Donc sur le globe, on a plusieurs théâtres de conflictualité avec... Absolument. Et vous distinguez un ordre de priorité. Par exemple, vous parlez de l'Algérie, on voit que la Tunisie rejoint plus ou moins l'Algérie sur l'affaire du Sahara occidental par rapport au Maroc. Dans cette conflictualité-là, dans laquelle l'Espagne est aussi un peu mêlée. Si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce qu'on a derrière, là, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais pour moi, l'Ukraine, alors c'est horrible, hein, avec tous les morts qu'il peut y avoir et tout ça, mais c'est un épiphénomène. Ce n'est qu'un petit élément d'un problème beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave à long terme, c'est le changement des équilibres internationaux. On est actuellement en train d'assister à la fin, ou au début du déclin plus exactement, des Occidentaux. On domine le monde depuis 1492, hein, depuis Christophe Colomb, et là on commence à perdre pied. On commence à perdre pied au profit, alors bien sûr, de la Chine, qui est en train de continuer à monter, quoi qu'on en raconte, hein, mais à côté de la Chine, de l'Inde, qui va être la deuxième puissance mondiale en 2050, il ne faut pas l'oublier quand même, personne n'en parle, hein, et d'une Russie qui est en train de s'allier à la Chine et à l'Inde, c'est-à-dire, et quand on voit les sanctions qui ont été proposées par les Européens, hein, incitées bien sûr par les Américains, mais mises en œuvre par les Européens, on s'aperçoit que ces sanctions, il y a 20 ans, quand les Occidentaux disaient « on va sanctionner quelque chose », tout le monde entier suivait. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a suivi les sanctions et qui applique les sanctions à part les Européens et les Américains? C'est simple, hein, il y a l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, et puis c'est fini. L'Afrique, y compris l'Afrique francophone, elle dit pas question. L'Amérique du Sud, pas question. L'Asie, pas question. Ça veut dire que tous ces pays-là, et on voit à côté, excusez-moi, et le Proche-Orient, puisqu'on a vu dans la réunion de Shanghai de l'OCS qui s'est tenue il y a peu de temps, et puis on en parle pour les BRICS, pour la réunion du groupe des pays émergents, on voit l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, qui veulent rejoindre la Chine et la Russie et le Brésil. Et ça veut dire que, en réalité, nous sommes en train de perdre pied par rapport à un monde qui change. Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment un vrai problème de fond. Et les Américains, on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe actuellement si on ne tient pas compte de ça. Et donc de cette inquiétude américaine qu'on avait vue déjà sous Trump, mais d'une certaine manière, et dont on voit une autre forme de réponse avec Biden et les néoconservateurs, qui, eux, sont obsédés par la Russie, mais sans se rendre compte qu'en poussant la Russie dans les bras de la Chine, en réalité, on est en train de tuer l'avenir des Occidentaux. Enfin, moi, c'est ma conviction, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que je suis occidental et que c'est jamais drôle de voir le crépuscule d'une époque aussi extraordinaire que celle qu'on a pu vivre en 500 ans. Donc vous nous dites là, en tout cas, pour ma génération, plus que la vôtre, que notre avenir à nous... je vous conseille d'apprendre en particulier à manger du riz et à connaître les plats indiens. Parce que le monde est devenu, il faut savoir, on ne nous le dit pas assez, mais aujourd'hui, 50% de l'économie mondiale, plus de 50% est faite en Asie. Déjà, vous voyez ? Alors, la seule chose qui nous reste, c'est la puissance militaire américaine. Mais tout le reste, ça y est, c'est fini. On a perdu. Hein, et donc, quand on bouge les bras et qu'on impose nos systèmes, en réalité, on n'est plus craint et on n'est plus écouté par personne. Ça, c'est un énorme problème. Et il faut qu'on en ait conscience. Donc, il faut apporter des réponses. Moi, je pense que la France a encore la capacité d'apporter des réponses, et comme les pays du sud de l'Europe, mais il faut à ce moment-là repenser beaucoup de choses. Et les causes de ce phénomène, si je vous écoute, en fait, quoi qu'on en dise, c'est la démographie. L'origine vraiment principale. La démographie et l'usure. La démographie, oui, pour les pays qui se développent. L'usure d'une civilisation pour les nôtres. Donc pas d'un système économique, pas d'un système financier, mais d'une civilisation. Quand vous entendez dans un pays comme le nôtre quelqu'un qui vous dit qu'on a droit à la paresse, vous pouvez dire que c'est le début de la fin. Sandrine Rousseau. Oui, mais c'est le début de la fin. Oui. Parce que, vous savez, moi je disais, il y a 30 ans, je connais bien la Chine. Hein, j'étais en Chine depuis... j'ai commencé mon premier voyage en Chine, c'était en 65, 66.
vous voyez, ça fait un bout de temps. Hein. Et je suis revenu régulièrement. Et je me souviens, je disais aux gens, quand on me disait la Chine, oh, la Chine, je disais, attendez, n'oubliez pas une chose. Nous, on travaille 35 heures, les Chinois dorment 35 heures et travaillent tout le reste du temps. La messe est dite, vous allez perdre. Ben, on y est. Et d'accord, mais c'est la force travail, c'est la culture de ces pays-là, ou c'est un système économique, financier et militaire qui est à bout de souffle? Regardez les Asiatiques, regardez les Vietnamiens, regardez ceux qui sont en France. Mais dans ce cas-là, pourquoi que maintenant? Non, mais ça a toujours été ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était des peuples qui avaient été, avec les guerres, qui avaient été cassés à un certain moment. La Chine était la première puissance mondiale jusqu'en 1700 et 1750. Hein. Bon. Mais après, c'est les Européens, les Occidentaux qui ont mis en l'air la Chine. Maintenant, la Chine, elle attaquait personne, elle n'était pas agressive, elle vivait dans son coin, là-bas, ça se passait très bien. C'est nous qui sommes allés faire la guerre chez eux, c'est pas eux qui sont venus chez nous. Hein. Et c'est ça. Et si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les pays asiatiques, il y a un truc qu'on oublie toujours. Mais là, tous les Asiatiques vous le diront. Les enfants, en Chine, au Vietnam, ailleurs, hein, les enfants, il faut qu'ils réussissent mieux que les parents. Donc les parents se saignent toute leur vie. Ils se donnent du mal, ils poussent leurs enfants pour qu'ils travaillent. Si vous voulez, la réussite sociale passe par les enfants. Au-delà de la réussite personnelle, c'est la réussite des enfants qui compte, dans tous ces pays-là. Hein? Bon. Et ensuite, d'ailleurs, les enfants le rendent en s'occupant de leurs parents quand ils deviennent vieux. C'est pour ça que le concept de l'EHPAD à l'européenne, c'est inconcevable en un pays asiatique. Inconcevable. Parce que pour eux, c'est la honte absolue. Ou même dans les pays arabes. Ouais. Abandonner ses parents, c'est la honte absolue. C'est impensable. Parce qu'on leur doit tout. Parce que c'est eux qui ont permis, en investissant sur les enfants, de faire que les enfants ont mieux réussi que les parents. Donc on est dans une logique qui est totalement différente de la nôtre. Mais cette logique-là, elle fait que les gens réussissent. Ils travaillent, ils font avancer les choses, ils font avancer les sociétés. Hein? En Chine, au Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, il n'y a pas de chômage. Parce que les gens travaillent. Il n'y a pas de secret. Bon, là, on a fait un bond dans le passé, mais puisque vous êtes sur la partie est de la carte du globe, l'Asie, c'est intéressant parce que c'est le foyer de l'intelligence économique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Avant même les Américains, les Japonais se rendent compte qu'il serait intéressant de faire une synergie au niveau des grandes entreprises et des industries pour pouvoir peut-être s'organiser et être performants et compétitifs dans la nouvelle ère mondiale de la globalisation. Ma question, elle est pas là, c'est plutôt une transition. Les Américains s'y mettent, les Européens s'y mettent tardivement, et la France très tardivement. On parle des années 90, 95, presque même 2000 jusqu'à vous en fait. Vous êtes un peu le pionnier de l'intelligence économique française. Comment expliquer ce retard? Comment est-ce qu'on a pu oublier de faire ça, de s'organiser au niveau des entreprises? Et surtout, moi, en préparant cet entretien, ce qui m'a un peu choqué, c'est que, et vous le dites dans le travail que vous avez fait, les entreprises françaises n'y croyaient pas. Pas forcément. C'est-à-dire que vous leur disiez attention à l'ingérence extérieure, attention à la compétition internationale, attention au vol de nos ingénieurs par des grands groupes, au rachat, au machin. Et on ne vous croyait pas. Ça nous arrivera pas. Oui. Ouais, c'est parce que c'est une question de mentalité, si vous voulez. Dans un pays comme la France, quand vous regardez comment ça se passait, les gens pensent que quand vous sortez d'une grande école, et surtout si vous êtes bien classé, vous êtes génial à vie. Vous êtes bon toute votre vie. Bon. Et que par le simple fait que vous êtes bon au départ, eh bien vous allez réussir. Donc quand vous êtes sorti de Polytechnique, ou de ce que vous voulez, d'une très grande école, et que vous allez faire un produit, c'est forcément un produit excellent, puisque c'est vous qui l'avez conçu, et vous avez été formé pour le faire. Le problème, c'est que ce qu'on appelle l'arrogance française, entre parenthèses, les étrangers appellent l'arrogance française. Quand vous allez à l'étranger, mais vous allez vous trouver avec votre produit génial face à des gens qui ne sont pas du tout comme vous. D'abord, votre produit, il est peut-être génial pour la France, mais il n'est pas génial pour les pays étrangers, parce qu'il n'est pas adapté aux problèmes locaux. Et ça paraît pas, mais ça compte.
Hein. Ensuite, vous allez dire, oui, mais il est parfait, je le vends tel prix. Ah oui, mais il y en a un autre à côté qui va vendre un produit qui est à moins cher. Alors vous allez dire, oui, mais il est moins bon. Peut-être, mais comme les gens n'ont pas d'argent, c'est l'autre produit qu'ils vont acheter. Et à ce moment-là, vous découvrez l'importance de ce qu'on appelle, nous, le renseignement économique, l'information économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais il y a déjà longtemps, hein, il faut, si vous voulez réussir sur un marché, il faut avoir des informations. Informations sur les produits, sur le marché, sur les concurrents, sur les lois. Il y a plein de choses, si vous voulez. Et une fois que vous avez ces informations, alors vous, le manager, le directeur, le spécialiste de la stratégie ou du marketing, vous pouvez construire quelque chose. Mais si jamais au départ, hein, vous n'avez pas ces informations, ben vous allez être battu. C'est tout le problème, c'est tout le problème de fond. On a besoin désespérément d'informations. Alors, les Japonais, comme vous le citiez, ça a été effectivement à la fin de la guerre, problème du Japon. Tout était détruit au Japon avec les bombes atomiques, les bombardements. Ils n'avaient plus beaucoup de gens. Bon, c'était une catastrophe. Le pays était à l'agonie. Bon, ils se sont dit, on va relancer le pays. Comment on va faire? Ben, il faut qu'on reconstruise une industrie. Mais entre-temps, les autres ont progressé. Donc il faut qu'on sache où en sont les autres. Alors ils ont utilisé leur société commerciale, les Sogo Shosha. Dans tous les pays du monde, ils ont rouvert des filiales des sociétés japonaises. Et ils ont mis des Japonais avec une mission très simple. Hein. Renseignez-vous sur tout ce qui marche bien et tout ce qui est inventé d'intéressant dans le pays. Et tous les jours, les types, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein. C'était avec le Telex, hein, donc l'ancêtre de... Hein. Ils envoyaient des messages au Japon et les Japonais, l'État japonais faisait des synthèses qui redistribuaient leurs industriels. Et on a vu, ça a été une réussite formidable. Le Japon, qui était à genoux en 1945, en 1975, c'était la deuxième puissance mondiale économique après les États-Unis. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce que la culture japonaise a repris le dessus par rapport à une vision américaine des choses. Ça a été... mais ils ont été très très bons. Et les Russes ont fait, eux, de l'espionnage économique. Il ne faut pas l'oublier, pendant toute l'époque derrière le rideau de fer. Hein. Souvenez-vous en France de l'affaire Farwell, on en a beaucoup parlé avec l'affaire d'espionnage Farwell. Les Russes cherchaient toutes les informations en France sur des choses pointues, de manière à pouvoir ensuite les refaire chez eux. Et comme ça, on les a vus copier le Concorde, ils ont copié quantité de choses. Hein. Bon, c'était le même principe. Ils allaient à la recherche d'informations. Mais à l'époque, ça, c'était de l'espionnage. C'est-à-dire qu'on cherchait des informations, on les récupérait. Hein. Les Chinois le font aussi maintenant. Hein. On prend. Mais la différence avec l'intelligence économique, c'est que dans l'intelligence économique, on ne va pas seulement regarder le produit qu'on va copier, hein, on va regarder ce que font les produits que font les autres pour voir si on est meilleur. On va se positionner différemment par rapport aux autres, mais surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder non seulement les concurrents, mais le marché, les consommateurs, l'État, les tendances lourdes et ainsi de suite. Donc on va aller beaucoup plus loin dans l'acquisition et le traitement de renseignements, qui fait qu'après, on va comprendre les choses et on va être plus efficace. C'est ça le truc. Or, c'est vrai que là, on n'était pas du tout prêt à ça. Et même encore aujourd'hui, on a du mal. Faut pas croire. En France, on a encore du mal. La preuve en est le nombre d'entreprises rachetées par les groupes américains. Ben, entre autres. Mais pas que par les Américains, par les Chinois et par plein d'autres. Ouais. Hein. On fait racheter plein d'entreprises parce que on ne sait pas. D'une part, l'État n'a pas toujours, quand je dis pas toujours, c'est gentil, hein, n'a pas toujours identifié les secteurs d'activité qu'il faut aider, en mettant les moyens nécessaires, mais d'autre part, parce que les entreprises, quand elles ont du mal à trouver des financements ici, quand vous avez un Chinois, un Américain qui vous dit « moi j'achète, je vous mets ça », le chef d'entreprise qui tire la langue, il accepte, et puis c'est fini, on a perdu tout. Peut-être qu'on pourrait vulgariser un peu ces concepts-là, intelligence économique, renseignement. Si je ne m'abuse, l'intelligence économique, grossièrement, c'est l'application des étapes du renseignement. L'intelligence économique, ça va être le recueil et l'analyse de tout ce qui peut être utile à un décideur pour prendre une bonne décision stratégique. En gros, c'est ça. Alors ça va varier selon les métiers, selon les activités. À chaque fois, il va y avoir une adaptation. Mais plus vous aurez d'informations et plus vous serez efficace. C'est clair.
À condition de les traiter et mais à d'avoir une condition de synthèse, les traiter, de les analyser, de ne pas se tromper. C'est le cycle bien du sûr. renseignement qu'on applique à l'économie. Bien entendu. Sauf que, si je ne m'abuse, l'intelligence économique n'est pas illégale. Ah ben bien sûr, parce on fait pas. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais la différence avec l'espionnage. C'est que l'intelligence économique, vous n'avez pas besoin de faire de l'espionnage, et encore plus aujourd'hui, puisque avec les nouveaux moyens, avec le numérique, avec tout ce qui circule sur la toile, dans les réseaux sociaux et partout, vous avez 95% de l'information sur n'importe quoi. Donc c'est pas la peine de risquer une entreprise, des problèmes et des procès, hein, et une dégradation d'image en faisant de l'espionnage alors que vous avez pratiquement tout à portée de la main. Donc oui, aujourd'hui, on peut faire de l'intelligence économique avec des moyens légaux et ça marche très bien. Et il y a plein de pays et plein d'entreprises qui savent le faire excellemment. Au-delà de l'intelligence économique, là vous soulevez un phénomène qui vraiment à l'avenir va prendre encore plus d'ampleur. La quantité exponentielle d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Aujourd'hui, quand on fait du renseignement, les sources ouvertes peuvent presque suffire. Oui, mais c'est ce que je vous disais. En gros, 95% de l'information sur n'importe quoi est disponible. Il suffit de savoir le chercher. Donc le problème, c'est comment faire pour aller chercher l'information. Et là, il faut connaître où on trouve les banques de données, les informations, les réseaux, enfin tous les sites, tous les moyens pour aller où sont stockées les données. Hein. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des logiciels remarquables, il y en a un peu partout, qui permettent d'aller très vite, très loin, et de récupérer des quantités d'informations. Alors après, bien sûr, le problème que nous avons, c'est que par rapport à il y a 20 ans ou 50 ans, c'est qu'on est noyé sous la masse d'informations, alors qu'avant, on n'en avait pas beaucoup. Donc ça, c'est un autre problème. Si on l'a changé aujourd'hui, l'analyste, si vous voulez, son problème, c'est vraiment de sélectionner les bonnes informations, enfin les plus pertinentes. C'est pas les bonnes, c'est les plus pertinentes des informations dont il dispose. Donc la difficulté, c'est de faire le bon choix. Voilà. Et cette masse d'informations ne va pas décroître, et on va en plus y ajouter des fausses informations volontaires. Alors oui, alors ce qui est la nouveauté, mais là c'est depuis une dizaine d'années, c'est la manipulation de l'information, c'est-à-dire que dans l'économique, les gens vont balancer de fausses informations qui vont dégrader l'image d'un concurrent. C'est pas très joli, c'est pas éthique, mais ça se fait couramment. On va manipuler les consommateurs, hein, les auditeurs, les spectateurs. On va les manipuler en lançant des informations qui vont les faire changer d'avis, évidemment dans le sens qui est, je dirais, celui que se souhaite celui qui a monté l'opération. Alors, on le voit dans l'économique, et bien entendu, alors on le voit au niveau des États, où aujourd'hui, on est dans la manipulation permanente, dans les opérations d'influence permanente. Là, l'Ukraine est un exemple extraordinaire de manipulation dans tous les genres. Hein, où là aussi, il faut bien voir, dans l'Ukraine, ce qui est intéressant, c'est que, alors nous, on est dans un camp occidental, et la manipulation, l'influence fait que on crée de plus en plus, on charge le mal, l'ennemi, si vous voulez, hein, c'est Star Wars. Hein. L'autre en face, c'est le monstre absolu qui a tous les défauts et tout. L'Empire du Mal. L'Empire du Mal, c'est Star Wars. Et on perd la notion de la réalité, du réalisme. Et par contre, de notre côté, nous, on est merveilleux, on est extraordinaire, on fait jamais une faute. Hein. En gros, si vous voulez, on refait ce que les Alliés ont fait à la fin de la guerre au procès de Nuremberg, où on a condamné et on a exécuté les Allemands, les chefs allemands, en disant que vous avez commis des crimes et des monstruosités, mais on n'a absolument pas condamné les monstruosités qu'on avait fait de notre côté, parce qu'on en a fait aussi. Et Nuremberg a échoué au Japon. Hein, et Nuremberg n'a marché qu'en Allemagne, puisque au Japon, exactement. L'Allemagne, si vous voulez, le principe, c'est malheur au vaincu. Ouais. Le vaincu a tous les torts, et le vainqueur, c'est le vieux principe classique. Hein. Voilà. Et on l'a fait dans plein de choses. On l'a fait regarder la Cour pénale internationale, regarder sur l'Afrique. Elle a condamné que des Africains. Elle n'a jamais condamné les pays européens ou occidentaux, alors qu'on en a fait des choses qui n'étaient pas bien non plus. Hein, c'est la conséquence de la doctrine américaine qui est de faire croire au monde qu'on a des États voyous. C'est quand vous parlez de Star Wars. C'est le rock country, c'est ça, c'est le concept qui a été lancé à l'époque des rock country, des États voyous. Hein, c'est l'autre en face, c'est un État voyou. Et en plus,
je vais le charger de tous les maux. C'est René Girard, le philosophe, qui expliquait ça dans le cadre de son livre sur le bouc émissaire. On va le charger l'autre de tous les maux parce que ça permet de se dégager. Regardez en France aujourd'hui, par exemple, c'est fascinant. Hein, les problèmes énergétiques. La Russie approvisionnait la France en gaz pour 3%. 3%, on les amortit sans problème. Donc, sur le plan français, il y a 4-5 ans, hein, on n'avait aucune raison d'avoir des coupures, d'avoir des problèmes et d'avoir l'électricité qui montait. Mais on a décidé de supprimer les centrales nucléaires, on a décidé de jouer à fond les énergies nouvelles en les surpayant. Hein. On a pris du retard sur les réfections, hein, les améliorations ou les carénages, comme on dirait, hein, des centrales, parce que on n'avait plus d'argent puisque l'État avait pris des dividendes trop importants. Résultat de l'opération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des coupures d'électricité alors que ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. N'empêche que tout le monde dit c'est la faute de l'Ukraine. Bien sûr, parce que tout le monde s'en lave les mains. C'est quoi? C'est les technocrates européens qui veulent faire passer la patate chaude Oui, mais c'est-à-dire qu'on charge. C'est le principe du bouc émissaire. L'autre, on a des problèmes, mais comme on ne veut pas les reconnaître parce que ce serait ennuyeux, on dit c'est l'autre qui a tout fait et l'autre, il faut le tuer. Et en le tuant, évidemment, à ce moment-là, le bonheur reviendra. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on regarde la composition médiatique aujourd'hui sur tous les experts qui passent à la télévision pour nous expliquer le conflit en Ukraine, on a quand même une opinion majoritaire qui est de condamner Poutine et de soutenir Zelensky. Oui, mais attendez, mais l'indépendance française et le côté gaulien des choses, la vision gaulienne des choses, elle a disparu. De Gaulle ne serait pas tombé dans ce travers. De Gaulle, c'était autre chose. Vous êtes une des rares figures qui dit attention, il faut regarder des deux côtés, il faut être neutre, il faut. Mais bien sûr. Alors, le renseignement, alors là, moi c'est un homme de renseignement qui vous parle. Le renseignement implique d'être le plus neutre possible pour regarder froidement la situation. Si vous commencez à vous laisser influencer ou manipuler, vous ne pouvez pas avoir une vision juste. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est difficile par moment, parce qu'il y a des moments où spontanément, émotionnellement, on réagit en disant c'est scandaleux. Bon, il est évident que Poutine n'aurait pas dû déclencher. Alors, une fois je vous dis ça, moi, Poutine n'aurait pas dû déclencher la guerre en Ukraine, en tout cas pas dans ces conditions-là. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième que je suis obligé d'ajouter, c'est que les Américains ont tout fait, hein, en poussant les Ukrainiens pour que ça se passe. Donc là déjà, on commence à pondérer, si vous voulez. Ensuite, on s'aperçoit que depuis 2014, tout a été fait. Les Américains ont surinvesti, ont préparé, avec des gens de l'OTAN, ont préparé l'armée ukrainienne pour faire la guerre. Bon, on s'aperçoit ensuite que les Français, avec les Allemands d'ailleurs, hein, on a signé les accords en 2014-2015 de Minsk 1 et Minsk 2, où on devait faire la paix entre les Russes et les Ukrainiens, et nous avons été incapables, jusqu'à maintenant, d'empêcher que les Ukrainiens ne respectent pas les accords de Minsk. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est nous qui sommes responsables, c'est pas les autres. Et pourquoi? C'est parce que les Américains derrière poussaient les Ukrainiens en disant « surtout pas, il ne faut pas faire ça ». Mais d'un autre côté, il y avait déjà la Crimée. Mais il y avait eu le coup de la Crimée, mais quand on connaît... Alors, si je continue, parce qu'à chaque fois, il faut ajouter des briques, si vous voulez. C'est comme un puzzle. Hein. La Crimée, tout le monde sait que la Crimée, elle est russe. Elle n'a jamais été. Et en plus, vous avez la base de Sébastopol, qui est la plus grosse base, avec Mourmansk, la plus grosse base russe, hein, militaire. Ils n'allaient pas laisser partir une base militaire du côté de l'OTAN. Ouais, c'est évident, c'est évident. D'ailleurs, et je vais vous dire, et quand pour vous montrer, on pourrait faire ça pendant des heures, hein, mais ce qui est intéressant, c'est, la guerre éclate 2 mois après. Les Russes, alors je ne parle pas de la première opération loupée des Russes, hein, ils ont essayé de prendre Kiev parce qu'ils étaient erreur de leur service de renseignement, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils pensaient qu'en 3 jours, Kiev allait tomber. Kiev tombe pas. Et Zelensky, d'ailleurs, là, se révèle, à la surprise générale, un chef de guerre. Après, on peut parler de la manipulation de l'information qu'il pratique tout le temps, mais c'est un chef de guerre. Il se révèle un chef de guerre, et quand on lui dit on va vous sortir de Kiev parce que le gouvernement va tomber, vous allez être écrasé, il dit non, moi je reste, j'ai pas besoin d'un taxi. Ça c'est bravo. Les Russes se plantent et réussissent pas à prendre Kiev, clair.
Hein, et du coup, il se recentre sur ce qui était l'objectif majeur, qui était le Donbass. Bon, jusque-là, tout est clair. Ils commencent sur le Donbass. 2 mois après, ils se réunissent près d'Ankara dans une station balnéaire. Il y a les Russes et les Ukrainiens et les Turcs qui contrôlent. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se mettent d'accord